Bonsoir à toutes et à tous. Un plaisir de vous retrouver sur Sen TV. C'est parti pour un nouveau numéro de votre magazine d'information à l'essentiel. Le premier numéro de la semaine. Un plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je suis très contente, Abdoulaye, parce que justement, il y a le très grand Momar Diong qui marque son retour. Bonsoir à vous, Momar. Bonsoir. Je commence par vous aujourd'hui. Bonsoir Lina Aïcha. Après quelques jours d'exil. Il faudra bien le préciser. Hein? Non, c'est juste quelques jours de repos, quelques semaines de repos, disons-le comme ça. Mais c'est quand même un pur bonheur que de retrouver ce plateau. Mais je me suis rendu compte qu'à mon absence, vous avez très bien assuré. Et je me suis aperçu que le tandem que vous constituez ne fait pas seulement l'essentiel, mais que vous êtes l'essentiel. C'est ça la principale remarque que j'ai eu à faire durant ces quelques semaines de repos. Et je suis vraiment ravi de retrouver également tous les téléspectateurs de Sen TV. Nous aussi. Merci en tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver, Momar Diong, sur le plateau de l'essentiel. Mesdames et messieurs, nous osons espérer que c'est également le cas. Et de l'autre côté, nous avons notre confrère, Pa Hassan Seck. Bonsoir. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Néné. Bonsoir à mon Néné. Que j'ai le plaisir de retrouver ici, mais dont des souvenirs me restent au temps du Grand Nouvel Horizon. Et je regrette beaucoup ce journal qui n'est plus d'actu dans ce pays, qui quand même, c'est un rêve comme ça, ferait du bien à revenir. Ce journal-là, ce magazine. Et bonjour ou bonsoir à tous les téléspectateurs. Contente de vous retrouver. Très heureuse aussi. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de faire le bilan de l'an 1 après le second mandat du président de la République. Voilà un an déjà jour pour jour que le président de la République, Macky Sall, a été réélu au premier tour avec plus de 58%. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous allons essayer de faire le bilan de l'an 1 du second mandat. Alors justement, je commence par vous, Momar. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première année? Écoutez, je me suis aperçu que vous avez pris une séquence temporelle qui part du 24 février. Oui. 24 février 2019, 24 février 2020. Ça fait tout juste un an, jour pour jour, qu'il a été réélu. Effectivement. Mais la véritable séquence temporelle qu'il fallait prendre, je crois que c'était le 2 avril 2019, date à laquelle il a eu à prêter serment et où il a eu à livrer aux Sénégalais et aux Sénégalaises un discours programme où il avait fait l'annonce de 4 priorités qu'il disait assigner à son second quinquennat. La première de ces priorités, c'était le dialogue national. Et il voulait que ce soit un dialogue constructif et ouvert à toutes les forces vives de la nation, qu'il s'agisse des forces politiques, des forces économiques et des forces sociales. Ça, c'était la première priorité. La deuxième priorité, c'était de promouvoir l'emploi et l'employabilité des jeunes. La troisième priorité qu'il avait fixée à cette occasion, c'était l'amélioration du cadre de vie. Et enfin, il y avait une quatrième priorité, c'est la réforme de l'administration pour tendre à une modernisation du service de l'administration. Ce sont ces 4 priorités-là qu'il a eu à fixer. Maintenant, si on fait le point après un an, on se rend compte que pour la première priorité, en l'occurrence le dialogue national, c'est vrai qu'il a eu un retard tardif, mais il a été lancé malgré tout. Aujourd'hui, le dialogue suit son cours. Il y a eu quelques points d'achoppement. On remarque que peut-être il y a eu quelques facteurs de blocage, quelques difficultés entre toutes les parties prenantes, mais ça peut se comprendre. On est dans le cadre d'un dialogue avec des positions qui peuvent être parfois divergentes. Mais ce dialogue-là est lancé et on attend la fin du mois de mars pour voir ce que ça va produire. Ça, c'est la première priorité. La deuxième priorité, c'est l'emploi et l'employabilité des jeunes. Et à ce niveau, on se rend compte que le président Macky Sall avait annoncé la construction dans chacun des 45 départements du pays d'un centre de formation professionnelle et technique. Là, on se rend compte que le programme a du mal à démarrer. Ce n'est que le 31 décembre dernier qu'il a annoncé d'ailleurs le démarrage de 15 de ces centres. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Ensuite, ils étaient engagés à donner 1 million d'emplois, ce qui équivaut à 200 000 emplois par an. Or, après un an, on se rend compte que son gouvernement peine à atteindre la barre des 78 000 emplois. Aujourd'hui, selon des chiffres cumulés du ministère du Travail,
et de la direction de la statistique et des études économiques, les emplois qui ont été créés en 2019 se chiffrent exactement à 78 684. Donc à partir de ce moment-là, on se rend compte qu'on est loin des 200 000 emplois par an qu'il avait promis aux Sénégalais. Si on prend maintenant la troisième priorité, l'amélioration du cadre de vie, avec des opérations de désencombrement, là aussi c'est lancé. On attend de voir ce que ça va donner. Et enfin, la quatrième priorité, c'était la réforme de l'administration. Et jusque-là, il y a quelque chose qui coince. Pas plus tard qu'il y a quelques jours lors du Conseil des ministres, le président de la République a fait état quand même d'un certain nombre de démarches, d'attitudes et de comportements qui tendent plutôt à un gaspillage au niveau de l'administration. Donc c'est un chantier qui reste encore entier et sur lequel également on l'attend. Donc si vraiment on s'en tient à ces 4 priorités, dialogue national lancé, employabilité des jeunes, amélioration du cadre de vie et modernisation de l'administration, on se rend compte que les 2 chantiers ont connu un démarrage, en l'occurrence le dialogue national et l'amélioration du cadre de vie, mais qu'on attend encore de voir pour ce qui est de l'emploi et de l'employabilité des jeunes, ainsi que la réforme de l'administration. Alors à ce niveau, Hassan Seck, on le sait pertinemment, on ne s'en limitera pas seulement à l'an 1 de la réélection du président Macky Sall, mais si on le fait le cumul des 8 ans, jour pour jour de 2012 à 2020, avec un budget tournant autour de 3 000 milliards par an, c'est un président qui aura géré 24 000 milliards en 8 ans. Alors, est-ce que vous pensez que cette manne financière aussi colossale, aussi importante, est assez visible à travers justement des réalisations, mais également à travers justement des investissements dans le secteur justement des politiques publiques au Sénégal? Bon, moi je ne verrai pas cela d'un œil simplement général du terme. J'ai un avis qui est que de 2012 à maintenant, j'ai eu ce sentiment de plus de gabegie, de plus de manne financière dépensée à tohu et à bohu d'une façon presque incongrue. C'est mon avis. 24 000 milliards calculés ainsi, c'est choquant. Mais une chose est certaine, c'est qu'on est dans un pays qui est dirigé par un administrateur qui s'appelle le président Macky Sall, qui a sa quintessence en lui en tant que personne, sa personnalité et son personnage. Moi, je base toujours mon analyse à ce niveau-là. Qui c'est qui nous dirige, comment il est, comment il fonctionne, comment il a vécu, comment il a évolué. Cette personne a sa façon de faire. Et sa façon de faire d'être malheureusement sur ce que nous en dirons. 24 000 milliards, vu ainsi, c'est encore un crime. Si tel est le cas, on a vu un État qui dépense, qui gère d'une façon, mais qui surtout ne gère pas dans l'aspect démarche participative du terme. C'est un État qui fonctionne à l'esprit dictatorial et qui, à la limite, y va selon ses assertions. Cela veut dire quoi? Cela veut juste dire que nous avons un chef d'État qui n'a besoin de l'avis de personne, qui a sa ligne de conduite depuis son côté, et qui après a transité par l'émergence, un concept qu'on lui a presque imposé par une société dite française. Et cette société-là a ses intérêts, a sa façon de gérer l'administration africaine, qui influe ainsi sur la façon de gérer de ce continent-là et de ces pays-là. Ainsi, j'en déduis quoi? Que mon président, sur 8 ans, a géré, certes, mais n'a pas finalement géré. On lui a fait gérer. Et qui l'a fait gérer? Dans le comment-là, on se rend compte que c'est cette personne-là qui a ses intérêts, qui a fait de sorte qu'on puisse en arriver à ce stade de 24 000 milliards dépensés qu'on n'a pas su ressentir. Aujourd'hui, ces 24 000 milliards, nous ne les avons pas vus. Nous constatons en termes calcul, mais en termes de vécu, de bénéfices, de profit pour les populations, on n'en ressent absolument rien du tout. On n'en ressent absolument rien, mais en termes de réalisation, parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui, il y a d'importantes réalisations d'infrastructures qui ont été réalisées. Oui, ça, il faut le reconnaître. Il y a quand même, durant la première phase du PSE, qui est allée de 2014 en 2019, il y a eu quand même un certain nombre d'infrastructures qui ont été réalisées. Et le président de la République, lors de cette prestation de serment et de ce discours programme, le 2 avril 2019, avait fait également étalage d'un certain nombre d'infrastructures qui allaient être réalisées dans le cadre de la seconde phase
en l'occurrence 2019-2024. De ce point de vue-là, il n'y a absolument rien à dire. Et moi, ce qui m'avait marqué lors de ce discours, c'est qu'il y avait apparemment une rupture par rapport à la posture qui avait été celle du président Macky Sall durant tout le long de son premier mandat. Je crois qu'on a eu ici à le déplorer durant tout le premier mandat. On avait affaire à un président à la démarche un peu clivante. On avait l'impression qu'il y avait une justice qui faisait dans la logique du 2 poids, 2 mesures. Ensuite, il n'y avait pas de quartier ni de répit pour l'opposition. Et il y avait un certain nombre de sujets à controverse autour desquels on s'était rendu compte que quand même il y avait des positions qui étaient crispées et qui s'étaient braquées entre l'opposition et le pouvoir. Et c'est pour cette raison que moi j'ai été parmi les premiers à applaudir lorsque, après avoir été réélu et bien réélu, parce que quand même il faut se rendre compte qu'il y avait 66,23% des Sénégalais comme taux de participation et il a eu à récolter un score de 58,26%, ce qui est quand même appréciable en termes de réélection. Après avoir été réélu dans ces conditions-là, j'avais apprécié le fait qu'il eut à l'époque, le 2 avril 2019, le triomphe modeste, en disant qu'en réalité, il reconnaissait même qu'il y a quand même 38% des Sénégalais qui n'avaient pas voté pour lui et qu'il fallait en tenir compte. En lançant également un appel au dialogue à l'opposition. Jusque-là, vraiment, il n'y avait rien à dire. Et tout à l'heure, quand je faisais l'inventaire des 4 priorités, on s'est rendu compte qu'en fait, que les 2 ont été lancés, en l'occurrence le dialogue national et l'amélioration du cadre de vie. Maintenant, il y a quelques facteurs que je considère comme des goulots d'étranglement et qui ont peut-être un peu chahuté la logique du fast-track du président de la République Macky Sall. C'est d'abord l'affaire BBC Aliou Sall, qui a éclaté aussitôt après sa réélection et qui a créé un tollé tel dans le pays que l'atmosphère de travail n'était pas du tout favorable. Ça, c'était la première chose. Le deuxième facteur, c'est qu'il y a eu un démarrage tardif du dialogue national. Là aussi, ça a un peu plombé quand même l'action du gouvernement et la marche du pays. Il y a eu l'augmentation, bien évidemment, du prix de l'électricité et toute la crise que ça a charriée. N'oubliez pas également que le front syndical était en ébullition ces derniers temps, avec des syndicats qui sont vent debout et qui empêchent le gouvernement à respecter un certain nombre de ses engagements. Ça aussi, ça n'a pas contribué peut-être à accélérer les choses autant que l'aurait voulu le président Macky Sall. Et il y a enfin la crise quand même qui est née dans les rangs de l'APR, avec cette polémique à laquelle on a assisté ces derniers temps et qui ont fait l'objet d'une guerre de tranchées quand même entre responsables de haut rang de l'APR et qui ont créé une crise. Ça aussi, ça n'a pas été très favorable au mode de fast-track. Maintenant que je pense que tout cela est derrière nous, gageons que le président de la République va, comme disait une fois un de ses premiers ministres, accélérer la cadence. Très bien. Alors, il vient de nous rejoindre sur ce plateau, l'honorable député Abdou Mbow. Bonsoir à vous, honorable. Bonsoir, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir permis de venir participer à cette émission. Saluer Sama Domouba et Mchimbo et mon grand frère Mordiong, mais aussi votre consultant maison et saluer les téléspectatrices et téléspectateurs de la Sen TV. Alors Abdou Mbow, avec la permission de Néné, c'est une phrase qu'elle n'aime pas trop, mais étant donné que, en fait, voilà, je ne vais pas entrer dans les détails à cause de mon Mordiong. Alors Abdou Mbow, vous avez signé une contribution et vous y avez dit et soutenu qu'en réalité, nous étions à un stade à un niveau social assez stable, mais également un niveau économique stable, mais également avec des signaux au vert. Est-ce qu'en réalité, c'est pour faire ce bilan de la réélection du président Macky Sall, 1 an déjà, jour pour jour, est-ce que vous pensez et que vous soutenez sur ce plateau-là qu'effectivement le climat social est stable et que économiquement le Sénégal se porte bien? Merci beaucoup. Je n'ai même pas signé un document, j'ai parlé oralement et les gens m'ont écouté. Je pense que si vous allez dans le net, J'avais cru que c'était une contribution. Non, juste pour vous dire que ce sera non seulement plus clair, parce que quand on parle, ça reste. Parce que comme le VAR est là, et je reviens un peu sur ce que j'avais dit, parce que moi je dis qu'aujourd'hui, sur le plan économique, j'ai bien dit la situation économique et financière au terme
de l'année 2019, elle est stable et elle est très bonne. C'est moi qui l'ai dit et j'en veux pour preuve. Aujourd'hui, le niveau, par exemple, sur le plan de la croissance, on est à 6% et vous avez entendu le directeur général de la BCEAO faire une conférence de presse dernièrement pour dire qu'en 2020, la croissance est projetée à 6,20%. Je pense que ça, la BCEAO n'est pas à la solde du Sénégal. Et je pense que quand il donne des chiffres, c'est des chiffres exacts. Autre chose, et Momar Diong, je parle sous son contrôle, l'inflation aujourd'hui est maîtrisée à 1%. Ça aussi, c'est quelque chose par rapport, et contrairement aux critères de convergence de l'UEMOA qui est de 3%. Ça aussi, c'est très clair. Autre chose est que nous, au Sénégal, aujourd'hui, le déficit budgétaire est réduit jusqu'à 3%. Je pense que ça aussi, c'est des choses très claires et je parle sous le contrôle encore de Momar Diong. Ça aussi, c'est quelque chose de... Maintenant, par rapport à la dette, le service de la dette, on n'a jamais été en retard. La dette aujourd'hui, elle est soutenable. Aujourd'hui, sur le plan financier, on parle pas de dette, mais d'obligations impayées. Et 144 milliards ont été mobilisés en fin 2019 pour ces obligations impayées. Et un épurement de 3 ans entre les dettes, les obligations impayées entre 2017 et 2018. Ça aussi, c'est quelque chose qui est là, qui est très clair. Maintenant, cela ne veut pas dire que tout est normal dans ce pays. Non. Mais je suis en mesure de dire que la situation aujourd'hui, elle est stable et on n'a pas de problème par rapport à la situation économique et sociale. Autre chose, 344 milliards ont été mobilisés pour les programmes sociaux du président de la République, c'est-à-dire les bourses de sécurité familiale, la CMU, parce que vous aviez entendu que la dette de l'État par rapport à la CMU, elle est très grande, vous avez entendu ça. Le PUDC, il y avait eu de l'argent qui avait été programmé. Les bourses de sécurité familiale, vous avez vu que même en décembre, octobre, il y a eu les derniers paiements, ce qui veut dire que 344 milliards ont été mobilisés par l'État du Sénégal pour investir dans ce secteur. Et tout ça, c'est des programmes sociaux. Donc ça, je peux moi, dire aujourd'hui que sur le plan social, le président de la République, en un an, a fait énormément de choses. Autre chose aussi, par rapport au budget programme, et je l'ai dit lors de mon intervention, que aujourd'hui, beaucoup de gens et beaucoup de personnes et d'analystes disent que le Sénégal n'applique pas le budget programme, ce qui n'est pas le cas. Parce que depuis le 1er janvier 2020, on est en train de dérouler ce qu'on appelle le budget programme. La seule différence, ou bien la seule chose aujourd'hui qui n'est pas encore le cas, c'est-à-dire la déconcentration autour de l'exécution du budget. Parce que le seul ordonnateur du budget aujourd'hui reste le ministre des Finances, mais il est en train d'ordonner le budget programme. Et on a voté une LOLF, c'est-à-dire loi organique portant loi de finances, il y a un mois, qui repousse le délai de la déconcentration de l'ordonnancement. C'est-à-dire à partir du 1er avril 2020, chaque ministre va être l'ordonnateur de son budget. Ça, c'est quelque chose de très clair et je voudrais profiter de cette tribune pour le dire. Et pour dire que les budgets programmes, nous, quand on votait cette année le budget, on a voté des programmes. Chaque ministère a des programmes, excepté les institutions qui ont des budgets de dotation. Et cela va faciliter davantage le rôle du parlementaire pour voir exactement où on met l'argent qu'on a voté pour les ministères. Donc aujourd'hui, en grosso modo, je peux dire que sur le plan social et économique, on est bien que il y a encore des choses graves. J'ai entendu tout à l'heure mon grand frère dire que le front social est en ébullition, ce qui a toujours été le cas dans ce pays. Le président de la République aussi, il faut dire qu'il est un homme constant par rapport à l'appel au dialogue, parce que tout à l'heure, un journaliste me disait, on a vu une poignée de main entre le président et Idriss Seck. Est-ce que c'est une retrouvaille? Je dis que le président de la République, en tout cas lui, il est toujours constant dans sa démarche. Parce que dès qu'il a été réélu, et bien élu, il pouvait se dire que j'ai été élu, je fais mon programme, sans appeler les autres. Mais non seulement il a fait appel à un dialogue, et il l'a acté, même si tardivement ça arrive, parce que aussi quand on appelle aussi, il faut attendre que les gens viennent. Parce que pour dialoguer, il faut être deux.
Il faut attendre que les gens viennent, consulter les uns et les autres, avant de matérialiser ça par un décret qui a mis sur pied un comité de pilotage avec un homme aujourd'hui consensuel. Et on est en train de discuter sur les questions importantes qui, quand même, intéressent le pays. Donc voilà un peu, en grosso modo, en guise d'introduction, ce que je peux dire par rapport à l'an 1 du président de la République, tout en disant qu'il est en train de faire des choses, c'est-à-dire continuer son programme, mais aussi aller dans le sens de travailler à quand même bien réussir son deuxième mandat. Hassan, voilà là un plan bien détaillé avec des chiffres et des signaux au vert. Au même moment, Momar l'a dit tout à l'heure, on assiste à une augmentation du prix de l'électricité, entre autres du ciment, et aussi à une cascade de licenciements dans plusieurs secteurs, notamment le BTP. Oui, il faut y ajouter plein d'entreprises qui ont fermé boutique. C'est un constat. Abdoul Mbaou, que je salue et respectueusement, mais qui a tenu des propos sur lesquels je ne peux pas m'accorder. Je trouve, certes, les chiffres, quand on les donne, c'est très clair, c'est très précis. Mais dans la réalité de ce que nous endurons au quotidien, ce que vivent les Sénégalais, il en est autrement. Aujourd'hui, aller dire à un Sénégalais que nous sommes à 6%, à 5, 6%, que le taux d'inflation est à 1%, que la norme, selon l'UEMOA, c'est 3%, mais on est à 1%. C'est vrai, c'est talentueux. Mais dans la réalité, est-ce que concrètement cette chose est vécue par les populations? Que non. Aujourd'hui, les Sénégalais endurent quoi? Le prix de l'électricité qui est à un niveau incroyable, l'eau avec Sen'Eau, on a vu les factures qui est à un niveau incroyable, et plein de choses que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me permettre de vous dire quelque chose? Oui. Depuis 2012, il n'y a pas eu augmentation des denrées de première nécessité. Depuis 2012. Alors que avant, chaque semaine, tu avais l'augmentation du prix du carburant. Ça, vous pouvez me le dire, ça c'est un. De 2012 à maintenant, si vous êtes travailleur quelque part, votre salaire a augmenté parce qu'on a enlevé l'impôt sur le revenu. Ça, c'est un fait, c'est réel. Depuis 2012, vous ne pouvez pas me dire, voilà des prix de denrées de première nécessité qui ont augmenté. Vous ne pouvez pas le dire. Vous dites des choses, à part l'électricité dont vous parlez, qui est de 6% de défaut, mais en 2017, il y avait eu une diminution de 10%. Et aujourd'hui, on peut parler de nivellement. À part ça, monsieur, vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui, voilà ce qui a augmenté dans le panier de la ménagère. Vous ne pouvez pas le dire. Je suis désolé, monsieur Mbao. J'ai un énorme problème. C'est le discours que j'entends tous les jours. Non, mais dites-moi. Je vous dis très simplement. Moi, je suis clair. J'ai dit que rien n'a augmenté sur le prix de denrées de première nécessité. Dites-moi, qu'est-ce qui a augmenté? Mais à ce niveau, pas. Ah non, c'est important. C'est important pour les Sénégalais. Mais laissez-moi lui poser la question. Laissez-moi lui poser la question pour être beaucoup plus précis. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que la situation a été stable de 2012 à nos jours par le simple fait qu'on aura dépassé le cap justement de l'instabilité politique sous Abdoulaye Wade, qu'on aura dépassé le cap de la crise financière internationale, qu'on aura dépassé le cap de l'augmentation du baril de la pétrole et de la crise énergétique jusqu'à $120. Avant 2012, on n'allait pas terminer cette émission sans coupure d'électricité. Maintenant, allez, dites-moi, qu'est-ce qui a augmenté d'ici là? Dites-moi, c'est clair, on est là. Je termine. Mais il faut répondre. Je réponds à vous. Et c'est très simple. Ouais. Aujourd'hui, il y a eu une spéculation à certains niveaux par rapport au coût de ce qu'on appelle le riz. Vous parlez de spéculation. Laissez-moi finir. On parle français. Je dis qu'est-ce qui a augmenté comme denrée de première nécessité. Vous ne pouvez pas me le dire parce qu'il n'y en a pas. Quand vous dites qu'il y a eu une réduction à 10% du prix de l'électricité. Je ne parle pas de ça. Les denrées. Parle d'abord des denrées. Mais il y a eu. Allez demander ça au Sénégal. Je ne demande pas. Je vous demande vous. On est devant les Sénégalais. Moi, je soutiens que depuis 2012, il n'y a pas eu d'augmentation des denrées de première nécessité. Abdou ne faut pas. Il faut qu'il me laisse terminer. Il faut qu'il me laisse terminer. S'il vous plaît. Je vais terminer. Est-ce que déjà il faudrait qu'on s'écoute, s'il vous plaît. Non, je m'écoute, mais il faudrait qu'on s'écoute. Répondre quand même. Alors moi, je de dire que c'est dur. Il faut dire qu'est-ce qui est dur. Mais il faut qu'on s'écoute, n'est-ce pas? Alors Hassan, juste un petit instant, s'il vous plaît. Vous mangez du poisson? Mais absolument. Le poisson a augmenté. Le prix du kilogramme de rouget qui coûtait 12 000 francs en 2012, aujourd'hui, et qui coûtait 1200 plutôt en 2012, aujourd'hui coûte 2500. Madame,
Moi, j'ai été clair. Je dis que quand on est arrivé... La viande de mouton, on en parle. La farine, on en parle. Il y a des exemples qui sont là. Madame, je dis que depuis que je suis là, quand on est arrivé, on a diminué le riz, le poisson, l'huile. Oui, mais pas qu'on puisse dire... Non, moi je parle des denrées de première nécessité. Vous parlez... Moi je dis que... Mais vous me laissez parler. C'est la régulation. Non, vous me laissez parler, après vous prenez, on en parle. Alors, la viande de mouton, vous êtes d'accord avec moi que ça a augmenté. Le prix du poisson... Demandez et puis je reviens. Le prix du poisson, vous êtes d'accord avec moi? La farine, le riz, on en parle. 2200, 3500 aujourd'hui. Donc il y a bien des exemples qui sont là. Madame, je dis, et c'est très clair, depuis 2012, les denrées de première nécessité, non seulement on les a diminuées, mais vous n'allez pas dire le contraire. Ça n'a pas augmenté et je suis formel. D'accord. Oui, je suis formel. On en parle, il y a des exemples qui sont là. Excusez-moi, juste une minute. Oui. Moi je pense que c'est un peu même réducteur d'aller dans les détails. Oui, mais c'est vous qui voulez des exemples. Non, attends. Vous avez parlé d'exemples. Non, s'il vous plaît, je dis que c'est un peu réducteur d'aller... Parce que moi, on a parlé tout à l'heure de macro. Parce qu'on parle, quand on parle d'économie, quand on parle d'émergence, quand on parle de... Est-ce que le pays avance? Il y a d'abord le macro. Et moi, personnellement, j'ai parlé du macro, c'est des choses qui sont là, que personne ne peut démentir, ça c'est un. Je suis désolé, M. Mba. Je suis désolé. Deuxièmement, maintenant, le détail, on peut y aller, mais je pense que c'est pas ça le plus important. En tout cas, aujourd'hui, chacun peut donner son point de vue. Il ne s'agit pas de détails. C'est vrai que le macro est important, mais il ne s'agit pas de détails. Il ne s'agit pas de détails parce que ça touche surtout au quotidien de chacun des Sénégalais. C'est bien d'avoir des chiffres macro qui sont très ronflants, qui donnent lieu à espérer que le Sénégal émerge sous peu. C'est très important, mais nous avons deux problèmes. Le premier problème, c'est que nous avons malheureusement une croissance, même si c'est projeté pour 2020 à 6,20%, qui est extravertie, qui bénéficie davantage, il faut le dire, au capital étranger qu'à l'entreprise locale. À partir de ce moment-là, ça ne profite pas au Sénégal. Mais s'il ajoute maintenant qu'un certain nombre de denrées de première nécessité connaissent une hausse, à partir de ce moment-là, je crois que ça va rendre le quotidien des Sénégalais de plus en plus dur. À partir de ce moment-là, on ne peut pas le considérer comme un détail. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits, mais il faut penser quand même au panier de la ménagère qui est en train de souffrir depuis quelque temps, contrairement à ce à quoi vous aviez habitué les Sénégalais durant tout le long de votre premier mandat. Quand ça passe et que ça se porte bien, que vous avez une maîtrise de prix, il faut le dire, mais quand ça va moins bien, parce qu'on a noté quand même un renchérissement du coût de la vie depuis un certain temps, il faut également le dire et trouver peut-être des solutions à cette situation-là. Il y a une incompréhension par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que, tu sais, quand on dit c'est un détail, et allons dans le détail, c'est diamétralement opposé. Donc, je n'ai même pas dit que c'est un détail. J'ai dit que dans le détail, donc, juste pour dire que je ne considère pas, par exemple, l'augmentation d'1 franc sur un produit comme un détail, ça ne peut pas l'être. Parce que ça aussi, je pense qu'il faut qu'on se comprenne. C'est Sénégalais et les 60%, premièrement, seront des Sénégalais parce que pendant 2 ans, on va faire un transfert de technologie pour que les 20% qui vont compléter les 60% puissent devenir des Sénégalais. Donc, juste pour dire que nous sommes conscients aujourd'hui que le secteur privé national a besoin d'être protégé. C'est pourquoi aujourd'hui, ils ont même créé autre chose, c'est-à-dire avec les Babacar, Kama et autres. Ils se sont rebouqués, le président de la République les a reçus. Au même moment, on sait ce qui se passe avec CDE, mais vous savez, avec CDE, mais sur les sociétés qui font, mais il y a d'autres sociétés que le président de la République et son gouvernement ont relevé les ICS. Quand on arrivait, étaient à l'agonie. Justement. À la NSS, à Thiès, c'était fermé. Aujourd'hui, une partie est ouverte. Donc, moi, je pense que... Alors, honorable, il faut qu'on parle. Vous parlez des sociétés. Oui, il faut qu'on en parle. Parce que moi, je donne aussi des exemples. Il ne reste pas beaucoup de temps. Il faut qu'on parle aussi de l'emploi des jeunes. Parce que Momar l'a dit tout à l'heure, et ça a été une promesse du président de la République, 1 million d'emplois. Alors, si on fait les statistiques très rapidement, vous avez parlé tout à l'heure de 200 000 emplois par an. Aujourd'hui, en 2019, on parle de 77 664 ou 78 664 emplois sous votre contrôle. Là, c'est un problème. Alors, par contre, là, c'est un problème. Parce que ça, c'est un problème que le président de la République a même reconnu. Parce que vous savez, ça ne sert à rien
de venir ici devant les Sénégalais et disent que non, le problème d'emploi des jeunes est réglé totalement. C'est pas vrai. Il y a encore des problèmes. Bien que le président de la République, depuis 2012, ne cesse de travailler à trouver une solution, pas une solution radicale ou bien une solution complète, parce que c'est pas possible tout de suite de régler le problème de l'emploi des jeunes. C'est pourquoi, à chaque fois, tu vois, par exemple, quand on fait, par exemple, un diagnostic, on voit que ce secteur-là, parce que c'est un problème mondial. Vous l'avez entendu dans ses discours, à chaque fois, même quand il a participé dernièrement à ces grandes rencontres mondiales, dire quand même le problème de l'emploi des jeunes est un problème. C'est pourquoi pratiquement dans plusieurs secteurs, au niveau de la DER, qui n'est pas au niveau du ministère de la Jeunesse, au niveau du ministère de la Jeunesse, au niveau du ministère de l'entrepreneuriat féminin, ce qui veut dire que nous sommes en train aujourd'hui, jusqu'à présent, de travailler à continuer à trouver une solution à ce problème qui est vraiment un problème mondial, mais le gouvernement du président Macky Sall fait tout pour résoudre ce problème qui est devenu aujourd'hui un problème crucial. En tout cas, c'est une promesse et la jeunesse... Mais absolument, tout à fait. Et on est en train de tout faire pour répondre Moi, à je cela. pense qu'il faut dire aux Sénégalais qu'on ne peut pas régler le problème de l'emploi tout simplement en créant comme ça des emplois, en veux-tu, en voilà. L'État ne peut pas faire ça. C'est une approche systémique qu'il faudra avoir. Et c'est pour cette raison que même quand le président annonçait quand même le chiffre de 1 million d'emplois durant le quinquennat, soit 200 000 emplois par an, moi je suis un peu sous cap parce que je pense que quand même les conditions ne sont pas encore remplies pour qu'on puisse donner autant d'emplois à la jeunesse du Sénégal. Parce que tout simplement, il y a des préalables. Et le premier préalable, et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai aimé que le président ait couplé l'emploi à l'employabilité. Parce que c'est un problème que nous avons. Il y a toujours eu une inadéquation entre la formation et l'emploi au Sénégal. Donc c'est un problème qu'il faut régler. Et c'est à ce niveau qu'il a eu à annoncer la création dans les 45 départements d'au moins un centre de formation professionnelle et technique. Ça, c'est un problème qu'il faut déjà régler au préalable. Parce que tant qu'on ne réglera pas ce problème, on ne pourra pas fournir des emplois en voie.